Bonjour, nous sommes le jeudi 27 avril 2023 et aujourd'hui, comme ces jours-ci, une vidéo que je peux introduire en disant un thème que j'ai rarement abordé ou même jamais abordé du tout dans les centaines de vidéos que je fais depuis, c'est quoi, depuis 2008. Euh, L'histoire de Belgique. Voilà, je vous ai jamais parlé d'histoire de Belgique, mais là, je suis tombé sur quelque chose qui me donne envie, voilà, de jouer mon petit rôle de Sherlock Holmes. Je suis tombé sur une anomalie, voilà, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et où est l'anomalie. Je vais vous lire quelques passages dans un livre. Le livre, c'est, voilà le livre. Euh, Comme ça, je ne vais pas pouvoir le lire à l'envers, mais vous avez bien vu, c'est par Monsieur Jean Stengers. Il y a en grand écrit Léopold III. Aux origines de la question royale, Léopold III et le gouvernement, les deux politiques belges de 1940. C'est un ouvrage paru en 1974. Non, pardon, en 1980. Et qui est Jean Stengers? Le nom Stengers vous dit sans doute quelque chose, sans doute parce que vous connaissez Isabelle Stengers, historienne des sciences, qui s'est fait connaître au début par un livre écrit comme co-auteur avec Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, qui s'appelait La Nouvelle Alliance, et depuis elle a continué à réfléchir sur différentes choses comme l'hypnose. Récemment, dans une série vidéo, les posséder leur monde, consacré essentiellement à des anthropologues, et où j'ai été interviewé pour une dizaine d'épisodes. Elle aussi, bien qu'elle ne soit pas proprement parlée anthropologue, plutôt historienne des sciences, philosophe des sciences, elle a été interrogée. Et je l'ai connue comme étudiante, à l'époque où moi j'étais étudiant à l'université de Bruxelles. Mais à cette époque-là, j'avais une énorme admiration pour son père, Monsieur Jean Stengers. J'avais suivi ses cours monumentaux qu'il faisait devant des auditoires avec, je ne sais pas, des auditoires où on peut mettre 500 personnes, sur l'histoire de Belgique et l'histoire des colonies belges, Congo belge, comme on disait à l'époque, et Rwanda-Burundi, comme on disait également dans le vocabulaire colonial de l'époque. Un remarquable historien, et donc en 1980, il publie un livre sur la coexistence de deux gouvernements. Un gouvernement qui reste en Belgique, qui est essentiellement celui du roi Léopold III, qui est resté dans son pays occupé. Et l'autre gouvernement, c'est le gouvernement qui est allé s'installer à Londres et où se trouve le Premier ministre à l'époque, au moment de l'invasion, le 10 mai 40 par les troupes allemandes. Monsieur Pierlot se trouve là-bas. Il y a aussi Monsieur Paul-Henri Spaak qui a déjà une belle carrière de politicien et qui continuera sa carrière de politicien par la suite. Il y a Monsieur De Vleeschouwer, que je n'ai pas connu, mais j'ai eu là aussi des cours d'histoire donné par son fils par la suite à l'université. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Camille Guth qui sera un remarquable financier et qui fera la fameuse opération Guth en Belgique libérée. Qui consistera à remplacer la monnaie dévalorisée qui avait continué à circuler durant l'occupation allemande et à remplacer par une nouvelle monnaie, une manière de confisquer l'argent qui a été fait par les profiteurs de guerre, dont je dirais encore un mot. À la fin de la guerre, l'affaire royale, des émeutes, des bagarres, etc., et qui conduiront à la démission du roi Léopold III, qui confiera le trône à son fils Baudouin Ier. Pourquoi? Parce que la perception dans la population, dans une partie de la population, mais la majorité, est que le roi a collaboré avec l'occupant allemand. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des livres entiers consacrés à la question royale. Comme le dit bien Stengers dans ce livre aussi, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle essentiellement, il en parle incidemment bien entendu, il est obligé de le faire, mais il parle essentiellement de la coexistence entre 40 et 44 de deux gouvernements de fait, un vrai gouvernement avec des ministres reconstitués à Londres et
qui défend l'idée d'une Belgique entièrement alignée sur les alliés. Et à cette époque-là, d'abord la Grande-Bretagne et ensuite les États-Unis se rangeront de ce côté-là. La Grande-Bretagne avec son Commonwealth, c'est-à-dire donc avec l'Australie, le Canada, c'est de la Nouvelle-Zélande, un certain nombre de possessions. Et de l'autre côté, le roi belge qui a décidé de rester au pays à la tête de ses troupes, dit-il, et qui se refuse à adopter une position politique quelconque, sauf qu'il se rend à l'invitation de Hitler à Berchtesgaden pour aller quand même discuter avec lui. On a des comptes rendus de ce qui s'est passé. On en a un du côté du roi et de son secrétariat, de ce qui s'est passé à Berchtesgaden, et on a une version probablement plus fidèle de M. Schmitt. M. Schmitt, c'est le traducteur, l'interprète qui a fait un compte rendu, une retranscription mot à mot de ce qui s'est passé là. Et donc, de quoi je vais vous parler? D'un seul épisode, parce que j'ai l'impression que Jean Stengers se plante absolument dans son interprétation. Qu'est-ce qu'il nous présente dans son interprétation là, dans quelques pages de ce livre? Il nous met en scène un Paul-Henri Spaak se trompant entièrement sur la portée d'événements en train de se faire, par distraction, vous allez voir, parce qu'il avait l'esprit ailleurs, parce que, curieusement, un personnage aussi consciencieux, etc. Tout ça ne colle pas. Si j'ai bon souvenir, mon père a fait partie d'un cabinet de Spaak dans la période d'après-guerre. J'ai un souvenir de cela. Je suis certain qu'il a été au cabinet de Larocque et peut-être aussi au cabinet de Duvieux-Sart, parce qu'il a parlé beaucoup de Duvieux-Sart. Je regardais si on avait des traces du parcours exact de mon père dans l'administration et dans des cabinets ministériels. Je ne trouve pas de traces de ça. Mais en tout cas, mon père a bien connu Spaak. Il en parlait souvent à la maison. Ils étaient du même parti, voilà, au pouvoir, Parti socialiste. Et j'ai l'impression d'avoir entendu beaucoup de choses sur Spaak qui me font douter absolument de cette interprétation par Stengers de ce qui s'est passé ce jour-là, d'un Spaak absolument distrait, ne comprenant pas l'importance des documents qu'il a sous les yeux et des choses de ce type-là. Et c'est de ça que je voudrais vous parler pour essayer peut-être de reconstituer une part d'histoire de la Belgique qui n'est pas sans dimension polémique. Et je crois que c'est parce que Stengers n'a pas compris la dimension polémique de ce qu'il y avait là sous ses yeux que lui s'est planté de manière aussi magistrale, ce qui n'était pas du tout son style. Je peux vous le dire, quand les souvenirs que j'ai, beaucoup de mes contemporains, d'avoir entendu ses cours sur l'histoire coloniale de la Belgique. Moi, je suis ses cours, je ne sais pas, 65, 66, donc le Congo ex-belge, on lui a accordé son indépendance 4 ans, 5 ans plus tôt. Et je me souviens, mon père rentrant à la maison, j'ai déjà raconté ça, disant, voilà, il y a eu le conseil des ministres. On s'est rendu compte que pour la première fois l'année prochaine, on devait être en 58 ou 59, le Congo nous rapporterait moins que ce qu'il nous coûterait, et on va lui donner l'indépendance. Je cite, j'ai aucune hésitation de ce que j'ai entendu. Est-ce que mon père faisait un compte rendu exact de ce qu'il avait entendu? Le connaissant, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas dit exactement ce qu'il avait entendu dire. Les choses s'étaient passées comme ça. Et la manière dont Stengers parle des colonies belges, je dirais, ça reste des documents tout à fait remarquables. C'est un homme extrêmement objectif dans tout ce livre que je viens de lire. À aucun moment il ne s'appesantit sur les sympathies que les uns ou les autres pourraient avoir pour ceci ou pour cela. Une fois, il dit
et comme sa femme était juive, voilà, mais c'est tout. Mais alors, de quoi s'agit-il? Du testament politique, de ce qu'on appelait le testament politique du roi Léopold III, et qui était écrit au début de l'année 44. Alors, je vous rappelle quand même, débarquement en juin de cette année-là, débarquement allié en Normandie. Il y a déjà eu des débarquements ratés à d'autres endroits, en Italie en particulier. Mais donc, quand un texte de janvier, daté du 25 janvier 1944, la Belgique est toujours occupée, le roi des Belges est toujours en Belgique, et il fait une déclaration. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où il y a l'affaire royale, où on remet en question sa sympathie éventuelle pour les Allemands, Spaak ne sort pas ce document. Il ne sort pas ce document, et c'est de ça que je vais, par distraction, dit Stengers, et c'est de ça que je vais vous parler. Donc, on n'est pas quand le roi écrit ça, on n'est pas encore dans une Belgique libérée, on ne sait pas, le débarquement de Normandie n'a pas encore eu lieu, et donc le roi parle d'une situation qui pourrait encore durer. Voilà. Et donc, un fameux texte, dit Stengers, du 25 janvier 1944. Les directives que le roi traçait, je lis, les recommandations qu'il formulait pour le gouvernement de la Belgique libérée, lorsqu'il y aurait une libération, étaient d'une réelle élévation de pensée, dit Stengers. Il y avait là, au sujet de quelques titres de chapitres, l'entente entre Flamands et Wallons, la réorganisation sociale, la réforme sociale, la réforme de l'éducation, la réorganisation militaire, etc. etc. Alors, commentaire de Stengers, le roi tentait de se placer au-dessus de la mêlée. Quand même quelques remarques sur le texte. Pas un mot de solidarité avec le gouvernement de Londres, pas un mot d'hommage aux Alliés, de reconnaissance à leur égard, pas un mot d'hommage à la résistance, qui n'était même pas mentionné dans ce testament politique du roi. Bon. Le texte est écrit en janvier 1944. Stengers dit que si on l'avait lu tout haut en septembre 1944, alors que Bruxelles et la Belgique sont libérées, il y aura bien encore une frayeur, l'offensive von Rundstedt dans la fameuse bataille de Bastogne, un retour des Allemands qui seront repoussés par Patton. Vous connaissez tout ça. Stengers continue. Non seulement le roi n'adresse aux Alliés le moindre merci, mais dans ses froncements de sourcils suspicieux, il les met presque sur le même pied que les Allemands. Bon. J'exige, au nom de la Constitution, que la Belgique soit rétablie dans son indépendance intégrale. Une remarque sur les Flamands et Wallons sur lesquels je vais revenir. Et pourquoi, alors que on pose en question la question du retour du roi, parce que le roi n'est pas seulement resté en Belgique occupée, mais et il y fait allusion avant, au moment où l'armée allemande est en retraite, il part avec eux. Alors, il est prisonnier, oui, bien entendu, et il se retrouve en Autriche où l'agitation dans son pays sur le bien fondé ou non de son retour va le maintenir un certain temps. Alors, que se passe-t-il? Ce texte, Spaak n'en fait aucun usage. Bon. Explication de Stengers. Que s'est-il passé? Pourquoi ce texte qui aurait pu être jugé à ce point dommageable pour le roi, pourquoi les adversaires du roi ne l'ont-ils pas mentionné, et en particulier Spaak, qui est toujours ministre des Affaires étrangères et qui avait rejoint Londres, en particulier avec un épisode de voyage dans le double fond d'une camionnette qui traverse l'Espagne. Pourquoi Spaak n'a-t-il pas utilisé cela? Explication de Stengers, distraction, etc.
Que s'est-il passé? C'est que Spaak, de toute évidence, en juin-juillet 1945, n'avait pas entre les mains le texte complet du testament politique. Je note que d'après tout ce qui a été dit avant, ça paraît complètement invraisemblable. Comment se fait-il que le ministre des Affaires étrangères n'ait pas eu, aurait été pratiquement le seul dans son gouvernement, à ne pas avoir eu accès à ça? Bon, alors, la portée exacte du texte qu'il avait lu dans la nuit fiévreuse du 9 au 10 septembre 1944 lui avait échappé. Ça avait échappé à Spaak. Il avait lu tout ce texte, testament politique du roi Léopold III, où il se plaçait quand même assez, je dirais, nettement dans le camp de ceux de l'armée en déroute. Il n'avait pas compris. Pourquoi? Parce qu'il avait eu, cette nuit, dit Stengers, reçu un coup de massue. Le premier paragraphe sur la réparation nécessaire. Le roi dit que quand la guerre sera finie, il faudra envers lui une réparation nécessaire. Alors il y a quand même des choses qu'il faut dire parce que la population, une partie de la population n'avait pas le sentiment d'une réparation nécessaire. Non seulement il était resté là, non seulement il n'avait rien obtenu, en tout cas Berchtesgaden. On racontait, voilà, son secrétariat disait qu'il voulait obtenir la libération des prisonniers et une assurance sur le ravitaillement de la Belgique. Bon, apparemment, dans les notes de M. Schmitt, on ne trouve rien de cet ordre-là. Et donc Spaak lit ce document, mais fiévreusement, dans une nuit très occupée, et il oublie entièrement le fait qu'il a ce document extrêmement dommageable pour le roi et qui pourrait à ce moment-là pousser le roi à une abdication immédiate plutôt que d'attendre qu'il y ait des émeutes dans le pays, des choses de cet ordre-là. Je le relis Stengers, le sort de la question royale s'est peut-être joué dans ces quelques moments au cours de la nuit du 9 au 10 septembre, voilà où Spaak complètement distrait lisant ce texte, où un homme qui était pourtant d'une admirable intelligence, ce que mon père me confirmait quand j'étais gosse, n'a pas, sous le coup de l'émotion, bien pénétré le sens entier d'un document. Bon, bizarre. Et cela se termine, cette page-là, les commentaires de Stengers, mais dans les armes que nourrissent cette rafale manque l'arme décisive, l'arme mortelle que Spaak aurait pu utiliser. Et dès septembre 1944, il avait préparé plus soigneusement son dossier, un orateur infiniment moins brillant, un meilleur homme de dossier, aurait terrassé le roi. Pourquoi Spaak a-t-il fait preuve d'une telle inconséquence qu'on ne lui connaît pas dans le reste de sa carrière politique? Eh bien, chers amis, moi je vais vous le dire parce que j'ai une lecture différente de M. Stengers. Dans ce testament politique se trouve le paragraphe suivant, écrit donc, je vous le rappelle, en janvier 1944, avant même qu'il soit évident que les troupaillers puissent... Bon, on parle, on dit ils vont essayer de débarquer, ils vont essayer de reprendre voilà, les Alliés vont essayer de faire quelque chose, mais on est en janvier 1944, on n'est pas encore au mois de juin, on n'est pas encore à la libération de la Belgique en septembre, avec les frayeurs que je vous ai mentionnées qui auront lieu par la suite. Les Boches reviennent, voilà. J'étais pas là, mais je suis né peu de temps après et c'était encore vif dans les souvenirs. Voici ce que le roi écrit dans le 4e paragraphe de son testament politique, écrit donc en janvier 1944. J'ouvre les guillemets, c'est le roi qui parle, Léopold III. Après une longue période d'inégalité et d'injustice indéniables, nos populations flamandes, fières de leur magnifique passé et conscientes de leurs possibilités futures, ont résolu de mettre un terme aux brimades d'une minorité dirigeante égoïste et bornée qui se refusait à parler leur langue et à participer à la vie du peuple. L'incompréhension du Parlement et la lenteur des gouvernements successifs à satisfaire ces aspirations légitimes ont exaspéré les revendicateurs. C'est-à-dire que dit le roi, il dit les Flamands ont subi une très très grande injustice. Et il laisse entendre ce que tout le monde sait à l'époque, c'est que les Allemands ont traité très très bien les Flamands.
Ce sont-ils les troupes allemandes? Se sont-elles érigées comme comment dire, pour réparer une injustice qui était celle de la Belgique, d'un pays très stratifié socialement, très stratifié socialement, et en particulier avec cette particularité que la bourgeoisie tout entière est francophone. Si vous parlez français, vous êtes un bourgeois, faites partie de la classe dirigeante. Si vous parlez flamand, excusez-moi, je vais simplement décrire une situation à l'époque et que j'ai encore connue dans mon enfance. Si vous êtes flamand, c'est que vous êtes un paysan arriéré. Je ne dis pas que je décris un fait, je parle de la représentation qui existe à ce moment-là. Les bourgeoisies fortunées de Gand, d'Anvers, en pays flamand, de Bruxelles, qui, si vous regardez sur la carte, la frontière linguistique passe sous Bruxelles. Bruxelles est une enclave francophone. Je vais me faire des amis, des ennemis des deux. Je vais me faire des amis peut-être du côté inespéré, des ennemis de tous les autres côtés. Bruxelles est une enclave francophone en terre flamande. Gand, Anvers également, et ça s'applique à d'autres bourgeoisies francophones, probablement à Bruges. À Bruges, je le sais, pour des raisons familiales, à Ostende, partiellement sans doute, aussi, enfin les grandes villes du pays flamand. Le roi met les pieds dans le plat et il dit à demi-mot, les troupes prétendument occupantes ont mieux traité le peuple flamand qu'il n'avait été jusque-là. Une anecdote, mon père est blessé en 1940, il est dans la retraite des 18 jours, voilà, de la Belgique capitule le 28 mai, après avoir été envahi le 10. Mon père a été blessé durant la retraite. Il est à l'hôpital, il a reçu du shrapnel. On ne lui a pas tiré directement dessus, mais bon, il y a un avion français qui a lancé une bombe et un nombre de soldats belges ont été blessés dans mon père. Et il se passe la chose suivante à l'hôpital. La rumeur vient, voilà. Les francophones vont être envoyés en déportation, travail forcé en Allemagne. Les Flamands, ceux qui parlent flamand, vont rester en Belgique. Et c'est pas une rumeur. Pourquoi est-ce que mon père restera en Belgique? Pourquoi est-ce qu'il ne sera pas envoyé dans un camp de travail? Parce que quand les officiers qui viennent interroger les blessés sur leur lit d'hôpital, il répondra en flamand. Il est né à Fontaine-l'Évêque, près de Charleroi, et quand on lui demande où il est né, il traduit ça Bisschopsprache. Il dit je suis né à Bisschopsprache, ce qui est exactement la traduction en flamand de Fontaine-l'Évêque, sauf que ça n'existe pas. Il répond en flamand, et effectivement, il ne devra pas partir après sa convalescence en terrain occupé. Les Allemands ont une politique dans la perspective doctrine Gerasimov. Ça peut pas faire de tort d'entretenir les querelles existant à l'intérieur de pays occupés. Ça les occupe, et pendant qu'ils s'occupent de ça, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Le roi perd son support dans la population quand on apprend soudain qu'il va se remarier. Le roi avait été impliqué dans la mort de son épouse. C'est lui qui était au volant au moment où leur voiture sort de la route en Suisse et où la reine Astrid meurt dans l'accident. Mais on apprend soudain en Belgique occupée, où le roi se présente aux yeux du public comme un prisonnier, un prisonnier dans un donjon, et on apprend son mariage. Et non seulement on apprend son mariage, mais on apprend son mariage dans une famille qui collabore avec l'occupant de manière visible et relativement éhontée, au point que le frère, M. Walter Bals,
le frère de la princesse de Réti, comme on l'appellera Madame Liliane Bals, pour lui donner un titre princier, après la guerre, continuera à défendre le point de vue des nazis et se fera rabouer à plus d'un titre pour ce... Il continuera en 1945 à dire qu'il se considère, lui, comme toujours rangé du côté des forces de l'Axe. Alors, Monsieur Stengers, j'aime beaucoup, je vous ai beaucoup aimé comme historien, mais quand vous nous racontez que Monsieur Spaak n'a rien compris à un document qu'il avait entre les mains, qu'il n'a pas compris toute sa portée, qu'il était occupé à autre chose, qu'il a été distrait par le premier paragraphe qui parlait de je ne sais plus quoi, de la réparation nécessaire, non, c'est pas dans le personnage de Spaak de ne pas avoir lu un document. Monsieur Spaak, il a lu, et je vais vous le redire, Monsieur Spaak, quand il a vu le document, quand il est sorti, quand il l'a eu entre les mains quelques mois, enfin, il l'a pas eu en janvier, mais il l'a plus tard, quand il a lu la chose suivante, après une longue période d'inégalité et d'injustice indéniable, nos populations flamandes, fières de leur magnifique passé et conscientes de leurs possibilités futures, ont résolu de mettre un terme aux brimades d'une minorité dirigeante, égoïste et bornée, qui se refusait à parler leur langue et à participer à la vie du peuple. L'incompréhension du Parlement et la lenteur des gouvernements successifs à satisfaire ces aspirations légitimes ont exaspéré les revendicateurs, alors que les troupes occupées sont en train de leur rendre justice. Monsieur Spaak a lu ça et il s'est dit qu'il valait mieux ne pas mentionner ce document. Et il a raison parce que par la suite... Non pas que ce que le roi avait dit était faux, et là, voilà, je vais me faire des ennemis, ce qu'il disait là était entièrement vrai. Était-ce une raison suffisante pour donner raison aux troupes occupantes? Bien entendu que non. Était-ce une raison suffisante pour fraterniser avec des familles qui étaient plongées jusqu'au cou dans la collaboration? Bien entendu, non. En plus, je n'ai pas une sympathie particulièrement pour l'institution de la royauté, alors qu'en tant qu'anthropologue, bien entendu, je respecte les institutions de l'ensemble des pays, sans quoi je ne ferais pas mon métier correctement. Mais il m'a semblé important de rectifier ce qui me semble une naïveté de M. Stengers. Il est mort depuis longtemps. C'est un excellent historien. J'ai beaucoup admiré au titre de ses étudiants. Mais là, il aurait dû penser que quand l'explication qu'il trouve, c'est que M. Spaak était distrait, n'a pas compris l'importance d'un document, là, il aurait dû réfléchir un peu davantage et se demander ce qui, dans ce document, était la chose qui faisait que Spaak l'a placé sous la pile très prudemment et que même au moment où se pose la revendication véritablement du roi, il n'a toujours pas sorti parce que les questions qui sont mentionnées là sont des questions qui, même le roi ayant indiqué, n'auraient pas été résolues automatiquement. Voilà mon opinion de citoyen belge, résident à l'étranger, élève admiratif et admirateur de M. Jean Stengers comme historien, et ayant, voilà, par des conversations entendues dans l'enfance, quand même quelques petites informations supplémentaires que j'ai pu apporter au dossier, d'autant que les gens de mon âge ne seront pas là éternellement, quoi qu'il arrive, du point de vue robotique et autres. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, même si là, je parle d'un sujet très très particulier, qui est celui de l'histoire de Belgique. Voilà, à bientôt.